société. Deux sujets à aborder avec notre prochain invité. Il a d'abord soumis la solution de son parti politique pour le prix de l'essence, mais aussi a été reconduit comme candidat de Québec solidaire dans une investiture avant hier, si je ne m'abuse. Sol Zanetti, co-porte-parole de Québec solidaire, député de Jean Lesage dans la région de Québec. Bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Dumont, merci beaucoup. Vous avez réagi à l'annonce de Mark Carney et vous ne demandez pas que le gouvernement du Québec fasse la même chose. Non, en fait, c'est que il faut absolument faire des choses pour réduire le coût de la vie pendant que le prix de l'essence est rendu à 2 piastres. C'est quelque chose d'extrêmement important. Mais la façon dont en ce moment les gouvernements s'apprêtent à réagir ou ont réagi, c'est quelque chose qui va vraiment pas durer longtemps, puis qui aura très, très, très peu d'effet. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que le prix de l'essence, là, bon, c'est un mécanisme mystérieux. Il y a des oligopoles là-dedans. Les compagnies, là, ils vont mettre le prix aussi haut qu'ils pensent que le monde peut l'acheter. Puis si le gouvernement, comme ça, réduit, par exemple, de 10 cents sa taxation, ben, il n'y a absolument rien qui empêche ces compagnies-là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de tout simplement aller reprendre ce 10 sous-là puis d'en faire du profit. Les gens vont payer exactement le même prix. Les multinationales vont faire encore plus d'argent. Puis l'État canadien aura perdu 2,5 milliards avec lequel il aurait pu financer une vraie solution qui est comme l'indépendance au pétrole. Parce que moi, là, j'étais pompiste dans les années 2000 à peu près quand j'étais étudiant. Puis le prix de l'essence, là, dans ma mémoire, était à comme 87 cents, 95 cents, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il est à 2 piastres, mais à un moment donné, il va être à 3 piastres. À un moment donné, il va être à 4 piastres. Puis il y aura même plus de taxes dessus, là, puis il va être à ce prix-là. Donc, il faut absolument travailler sur les solutions, l'électrification des transports au Québec qui vont nous rendre vraiment indépendants de ces oligopoles-là qui font du cash sur notre dos. Bon, qu'est-ce que vous suggérez au gouvernement du Québec? Le télétravail? Il y a deux choses. D'abord, prendre une partie de la taxe sur l'essence, puis de donner de l'argent directement aux quintiles, aux personnes au Québec qui ont le moins d'argent, qui ont le plus de besoins, pour pallier aux problèmes les plus urgents de ceux qui ont les plus gros problèmes, d'une part. Oui, mais ça, là, l'argent des taxes sur l'essence n'est pas supposé aller pour entretenir les routes. Puis on a à pleine page dans les journaux ces jours-ci qu'il n'y en a pas encore assez. Il faudrait peut-être en plus rajouter des péages parce qu'on n'est plus capable d'entretenir nos routes, là. Il faut qu'on aille chercher de plus de revenus à l'État, vous avez raison, puis tous les sujets que vous avez nommés là sont très importants, sauf qu'en ce moment, il y a une crise du coût de la vie qui est absolument hallucinant, puis le monde perd leur logement, ils deviennent itinérants, ça n'a pas de bon sens. Il y a vraiment une urgence là, mais ce qu'on proposait surtout particulièrement cette semaine, c'est de dire, hey, pourquoi est-ce qu'on favorise pas davantage le télétravail? Le gouvernement du Québec a demandé à ses fonctionnaires de revenir minimalement 3 jours par semaine au bureau, à peu près dans le temps des fêtes. Puis ça, c'est quelque chose qui est contre-productif parce que si on favorise plus le télétravail quand c'est possible, tous les emplois le permettent pas, mais quand c'est possible, ben là, c'est la meilleure façon d'économiser sur l'essence parce que tu y vas moins à la pompe. Ça, c'est une vraie économie. Ça coûte pas cher au gouvernement, puis ça réduit la congestion routière. En ce moment, à Québec, il y a des gros travaux qui sont faits sur des artères importantes pour préparer le tramway de Québec, ce qui, ça, va améliorer la circulation, évidemment, mais en attendant, si on pouvait pas, en plus, favoriser le télétravail, même pour les personnes qui doivent absolument se déplacer, ce serait un gain parce qu'il y aurait moins de congestion pour eux, seraient moins stressés, passeraient moins de temps dans le trafic. Je comprends quand même que si le gouvernement a choisi de pousser sur un retour au bureau, c'est qu'il y avait certaines inquiétudes en matière de productivité, qu'on voulait quand même, on disait oui, on veut maintenir un certain télétravail, là, et puis le gouvernement du Québec n'est pas le seul à le faire, on le fait plus en Ontario, on le fait encore plus au gouvernement fédéral, dans les entreprises privées, c'est comme s'il y a une espèce de retour généralisé. Vous pensez que c'est une erreur? Ben, beaucoup d'experts disent qu'en fait, le télétravail augmente la productivité puis améliore la motivation au travail. Donc, le gouvernement n'a pas dit que c'était pour des enjeux de productivité qui ramenaient les gens. Il a été assez nébuleux sur ces raisons, mais ce que les gens disent dans le milieu des fonctionnaires, notamment à Québec, qui est une ville où il y a beaucoup de fonctionnaires, ben, c'est que ça vient un peu en même temps que l'objectif du gouvernement de vouloir créer une attrition dans la fonction publique, avoir moins de fonctionnaires, puis les fonctionnaires ont le sentiment que le gouvernement a fait ça pour les écœurer, les pousser à la retraite plus rapidement, puis avoir moins de monde. Fait que je pense pas que c'est des motifs nobles qui tiennent compte des enjeux de coût de la vie
puis de congestion routière. Par rapport à la productivité et le télétravail, ça fait beaucoup réagir. Il y en a plusieurs qui disent qu'il n'y a jamais eu autant d'employés de l'État, puis on n'a jamais eu autant peu de services depuis le télétravail. Vous en pensez quoi? Ben, c'est parce que souvent, le peu de services, il n'est pas nécessairement chez les fonctionnaires qui travaillent dans des bureaux, là, tu sais, c'est plus dans les hôpitaux, puis dans le système scolaire, par exemple, puis les services d'orthopédagogues, tout ça. Puis ça, c'est plus lié à l'austérité du gouvernement, c'est-à-dire que ils ont coupé dans les services. Et là, ça se ressent. Quand on va dans les hôpitaux au Québec, puis qu'on a des services... On coupe, mais les budgets des hôpitaux, des écoles, ça a augmenté d'une façon spectaculaire. Le nombre d'employés a augmenté. Tout a augmenté, autant les budgets que les nombres d'employés. Puis après ça, on nous dit, les syndicats, on coupe, mais le contribuable, il n'a pas l'impression qu'on coupe, il a l'impression qu'on met de plus en plus d'argent dans un panier percé, là. Ben, la réalité, en fait, c'est que dans les dernières années, il y a eu des augmentations de budget qui étaient inférieures à l'augmentation des coûts de système. Tu sais, tout le monde a vu qu'il y a eu une inflation, puis c'est sûr que ça a un impact sur les budgets des hôpitaux, des services de santé. Le gros problème au Québec en ce moment, c'est la façon dont c'est organisé la première ligne. Dans les dernières années, on a confié complètement la première ligne au privé, au GMF, et ça a rendu la synchronisation puis l'organisation du système extrêmement compliqué. Aujourd'hui, là, je vais vous dire, là, à moins d'être vraiment, si vous êtes une personne plus âgée, qui est moins familière avec Internet, là, se trouver un rendez-vous en première ligne rapidement pour voir un médecin, c'est très, très, très compliqué, voire même inaccessible dans certains cas. Moi, j'ai dû aider ma mère à le faire, puis je vous dis, même moi, je trouvais ça compliqué, puis je comprenais pas à quelle heure il fallait que je me mette en ligne pour avoir quel rendez-vous. C'est la folie furieuse. Et ça, c'est un effet de la décentralisation qui a été faite au privé, puis que là, ça a créé des déserts de services dans des endroits où c'était moins rentable d'être un médecin. Fait que c'est très problématique. Il y a des choses à faire. Mais clairement, le télétravail va pas nuire à la quantité de services que les gens vont avoir. Vous avez, vous et votre voisin de comté, là, Étienne Grandmont, dans Tachereau, renouvelé votre intention d'être candidat. Vos investitures ont eu lieu cette semaine. Êtes-vous confiant? Parce que à pareille date, il y a 4 ans, on était à quelques mois des élections, Québec solidaire, c'était quasiment devenu l'opposition officielle à François Legault. Le PQ traînait loin derrière. Là, c'est vous, dans tous les sondages, c'est Québec solidaire qui traîne loin derrière. Est-ce que vous sentez que c'est rattrapable? Est-ce que vous pensez, par exemple, que ces 2 comtés de la région de Québec peuvent être sauvés là, dans un état d'opinion publique aussi défavorable à votre parti? Oui, je pense que oui, on a vraiment des ancrages locaux très forts dans les dernières années. Pour moi, c'est 8 ans. Pour Étienne, c'est 4 ans. On a vraiment créé des liens avec tout le monde dans le comté, puis ils ont vu le travail important qu'on a fait, puis à quel point on portait une voix pour Québec, puis pour le Québec aussi, qui était importante, puis qui leur ressemblait. Moi, j'ai toujours été un peu avec le vent d'en face côté sondage pour les élections. La première fois que j'ai été élu, 6 mois avant, j'étais 4e selon QC 125, puis on a gagné. La dernière fois, avant l'élection, dans mon comté, moi, j'étais comme 2e au pivot, puis finalement, on a gagné. Alors là, nous autres, on va faire mentir les sondages encore une fois et servir nos concitoyens et concitoyennes. Bien, on va surveiller tout ça. Sol Zanetti, merci beaucoup. Au revoir. Merci, M. Dumont. À la prochaine. Alexandre, des fonctionnaires qui préfèrent, puisqu'on parlait un peu du sujet, qui préfèrent travailler moins. Là. C'était une offre que le gouvernement avait faite. Ben oui, je me suis dit, je vais faire du pouce là-dessus, vu que, c'est un sujet important. Des fonctionnaires qui choisissent de travailler moins plutôt que de revenir au bureau 3 fois par semaine. Il y en a 650 fonctionnaires québécois supplémentaires qui ont opté pour une semaine de travail réduite en réponse à cette nouvelle politique de présence obligatoire en vigueur depuis janvier. Alors, quand on additionne tout ça, ils sont maintenant plus de 7 700 sur 77 000, donc un employé sur 10, à bénéficier de cet horaire allégé-là. C'est une mesure qui permet... Je comprends que c'est pas comme un privilège horaire allégé plein salaire. Là. Non. Ils acceptent salaire de travailler allégé. Moins puis d'alléger leur salaire aussi. Exactement. Et c'est une mesure qui permet aussi au gouvernement caquiste de réduire sur la fameuse taille de l'État une cible de réduction des effectifs qui est de 5 000 postes d'ici l'an prochain et quelques 3 000... C'est moins de TC. Voilà, c'est ça. Et quelques 3 540 postes de fonctionnaires qui ont déjà été... Parce qu'on en ETC. Ah oui? C'est quoi des...
Les équivalents temps complet? Ah, t'es fort. Je connais mon dictionnaire. Non, mais là, j'ai fouillé dans mon dictionnaire de mots de fonctionnaire. Non, mais c'est vraiment génial, mais c'est vraiment ça. C'est que, tu sais, mettons que t'as un fonctionnaire qui prend, je sais pas moi, qui prend 2 tiers d'une tâche. Oui. Ben là, tu comprends, pour faire 3 ETC, d'abord, c'est 4 individus font juste 3 ETC, des équivalents temps complet. Ça, faire des horaires, là, c'est le bordel. Est-ce que c'est bon pour la productivité? Je pense que dans certains secteurs, c'est gérable. Dans d'autres secteurs, je pense qu'effectivement, parce que là, l'employé, lui, il n'est pas là le vendredi, l'autre n'est pas là le lundi. Fait que là, tu peux juste faire une réunion certains jours. Et quelqu'un qui est vraiment à ses affaires, qui transmet, qui communique, il y en a qui sont très bons, qui sont autonomes. Pas tout le monde. Fuite d'eau majeure à l'hôpital du Suroît. C'est une histoire du journal ce matin. C'est à proximité d'un bloc opératoire. Des employés de l'hôpital qui craignent même que les tuiles leur tombent dessus sur le plafond. Nos collègues du journal ont mis la main sur une vidéo où on voit un fort débit d'eau qui coule du plafond dans une grosse poubelle. C'est au 3e étage de l'hôpital dans un corridor près du bloc opératoire et des soins intensifs. Et selon l'employé en question, la fuite d'eau date de plus d'1 an, mais ce serait amplifié dans les derniers jours. Nos collègues ont posé des questions au CIS de la Montérégie-Ouest qui a dit qu'une firme spécialisée va intervenir Pas fou. pour procéder à des travaux requis pour corriger la situation de façon durable. Mais je vous rappelle que ça fait 1 an que ça dure. Pas fou de... Quand l'eau coule du plafond, réparer ça, c'est pas une méchante idée. Mais c'est un centre hospitalier qui l'a pas facile. Le Suroît, c'est Valleyfield, ce coin-là. Il y a eu toutes sortes de problèmes de personnel, de débordement. Bon, là, ils ont hâte que l'hôpital de Vaudreuil, peut-être pour une partie de la clientèle plus à l'ouest, les décharge, mais c'est un centre où c'est pas facile. Météo? Bon, ben on continue avec la même chanson. Là. C'est des nuages aujourd'hui. Peut-être c'est pas des bonnes journées pour avoir le plafond qui coule. Là. Non, il faut avoir un plafond étanche parce qu'on prévoit encore des averses aujourd'hui là, jusqu'à demain matin. On pourrait recevoir un 15 à 25 mm d'eau. Après, on a une pause. Demain, en cours de journée, on voit le soleil 17. C'est beau samedi 22. On a eu une fois un 20 degrés à Sainte-Anicette le 3 avril. Sinon, ce sera le premier de façon généralisée. Après ça, on a un autre système dimanche qui commence en pluie, mais qui pourrait finir en neige. Et ce matin, soyez vigilants. On a eu des textos là-dessus, mais il y a des avis de brouillard partout, là, particulièrement sur la couronne nord jusque dans l'est du Québec. Les nattes de brouillard sont épaisses par endroits, donc semblerait que ça réduisait la visibilité par endroits.